Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la capacité de manœuvre des légions romaines, expliquant en partie le succès face aux armées hellénistiques. La légion possède également des atouts non militaires, le civisme, le refus de la défaite et l'acceptation de la guerre prolongée basée sur la stabilité politique. Vous voulez en savoir plus sur la légion face aux armées hellénistiques? Venez avec moi. Cénocéphale 197 avant Jésus-Christ, Philippe V découvre le spectacle de son aile gauche tournée par les Romains et de sa phalange attaquée à revers par 20 manipules. Il comprend alors que la bataille est perdue. La phalange ne peut ni faire volte-face ni combattre homme à homme. Les phalangistes sont bientôt taillés en pièces par les légionnaires romains de Flaminus. Le roi prend alors la fuite. On ne parlera plus jamais de l'invincibilité de la phalange macédonienne. L'effacement du modèle macédonien et de ses variations hellénistiques face à la Légion romaine est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Polybe, le premier historien à s'être penché sur la question. Il place la rigidité excessive de la phalange au premier rang des causes de son déclin. À quoi donc attribuer alors les victoires des Romains et les échecs de ceux qui usent de la phalange? C'est que dans la guerre, les circonstances et les champs de bataille varient à l'infini, tandis que la phalange n'admet que certains lieux et certaines circonstances où elle puisse remplir ses fonctions. On sait que la phalange a besoin d'un terrain plat, sans arbres, n'offrant aucun obstacle, tels que des fossés, fondrières, collines ou lits de fleuves, puisque chaque obstacle de ce genre suffit pour en empêcher et en rompre l'ordonnance. À l'époque des confrontations avec les armées de type macédonienne, Rome s'appuie sur de formidables instruments qu'est la légion manipulaire. Rangée pour la bataille sur trois lignes, triple access, une légion compte environ 4200 hommes. 1200 vélites pour l'infanterie légère, 1200 astati, 1200 principes et 600 triarii pour chacune des lignes de légionnaires, renforcés par 300 cavaliers. Les soldats sont tous des citoyens libres, pour la plupart de solides paysans, et sont recrutés au sein de trois catégories juridiques. Les citoyens romains pour la Légion romaine, les citoyens des communes qui ont le droit de citoyenneté mais sans droit de vote, et les alliés pour les légions alliées. Ces dernières disposent d'un contingent de cavaliers plus nombreux, environ 900 par légion, ce qui permet de compenser en partie le traditionnel point faible des armées romaines. La marque de fabrique des Romains a toujours été d'emprunter à leurs adversaires leurs meilleures armes ou pratiques pour les retourner contre eux. Glaive espagnol, casque gaulois, pilum samnite et formation en phalange des fantassins lourds, copiés sur celles des cités grecques. Avec le temps, l'imitation cède le pas à l'innovation et la légion manipulaire acquiert une organisation originale, plus sophistiquée, qui finit par la distinguer radicalement du modèle tactique grec ou macédonien. La Légion prend la forme d'une mini-armée macédonienne à elle toute seule. Elle intègre dans son format réduit de 4500 hommes des fantassins légers, des fantassins lourds déployés sur trois échelons, dont un de réserve, des cavaliers et même quelques machines de guerre. Unité organique, la Légion constitue une brique autonome de l'armée romaine, comme le sera bien plus tard le corps d'armée napoléonien. Là où Alexandre le Grand rassemblait tous les régiments, 2500 hommes de phalangistes avec une unique ligne d'infanterie appuyée par une multitude de contingents divers. Au sein de la Légion, le manipule avec ses 120 hommes, deux centuries et un étendard, qui lui est propre, constitue à son niveau une petite unité tactique qu'il y est possible de faire manœuvrer de manière individuelle. L'innovation romaine repose aussi avant tout sur le format de la Légion, du manipule et de leur modularité. En rassemblant quatre légions dans chacune des deux armées consulaires, les Romains disposent de sortes de phalanges articulées qui peuvent se scinder, se regrouper et manœuvrer grâce à plusieurs lignes indépendantes dans toutes les directions possibles. Le fait que les légionnaires ne fassent pas appel à la saris des Macédoniens, mais à un piloun plus court découle de cette organisation. La saris aurait été trop encombrante pour les manœuvres tactiques envisagées par les légions et son pouvoir de pénétration n'a plus autant d'intérêt pour une armée déployée sur plusieurs lignes. En outre, le pilum, qui est aussi une arme de jet, ajoute à la polyvalence du légionnaire. L'armée macédonienne était grande selon les critères grecs. Elle exploitait les forces d'une région immense et dorénavant unifiée, tout en ayant recours aux mercenaires grecs ou parfois étrangers.
Plus de 30 000 hommes étaient réunis à Chéronée, nombre qui dépassait les ressources d'infanterie de n'importe quelle cité-État. Mais cela n'est rien au regard de la profondeur des ressources en hommes de la République romaine. Les recensements qui nous sont parvenus, rapportés notamment par Tite-Live, tablent au tournant des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ sur un peu plus de 250 000 citoyens mâles, adultes, et sans doute un nombre d'alliés double. Peu importe dès lors les échecs passagers, Rome peut facilement recruter, préparer et mettre sur pied de guerre de nouvelles légions. Face à des adversaires dont les armées reposent sur de nombreux contingents de mercenaires et dont la phalange requiert un long entraînement pour acquérir sa cohésion tactique, les Romains proposent une alternative radicale. Chaque légion dispose en effet de 3 catégories de soldats dont l'ancienneté et l'expérience diffèrent. Les Astati de première ligne sont les plus jeunes, ceux qui apprennent sur le tas. Les Principes sont dans la force de l'âge et ont connu plusieurs campagnes. Enfin, les Triarii constituent la réserve, sont des vétérans aguerris. La Légion est en cela facile à entraîner car elle incorpore à la fois élèves et professeurs, sous le même étendard avec une transmission presque naturelle de l'esprit de corps. Les centurions, sous-officiers emblématiques de la Légion, se chargent quant à eux d'en diffuser et d'en faire respecter les valeurs. Virtus, disciplina, bravoure et discipline. Là où il faut des années pour reconstituer une phalange professionnelle décimée, quelques mois seulement sont nécessaires pour aligner de nouvelles légions. Malgré tout, le militarisme civique de la République romaine reprend les bases de celui inventé par les cités hellènes de l'âge classique. Il y a donc des racines grecques que les Macédoniens ont abandonnées en professionnalisant très largement leurs armées. Rome a aussi perfectionné son armée de citoyens en lui donnant la forme d'une légion standardisée et facilement renouvelable. Qui plus est, même les chefs de légion sont interchangeables. Ils sont désignés tous les ans au hasard des élections. S'il y a parmi les consuls et les préteurs de brillants généraux, il y a aussi des hommes sans talent particulier, qui se contentent de faire de leur mieux avec le formidable outil à leur disposition. L'armée parvient à se passer de grands généraux et année après année, les légions repoussent les frontières de la République romaine. Qui se rappelle des noms des chefs qui ont permis à Rome de conquérir la quasi-totalité de l'Italie? Le renversement du modèle macédonien par la Légion est le fruit d'une série de batailles. Il lui faut plus d'un siècle pour devenir irréversible. Il est notamment freiné par l'ampleur de l'impact des guerres puniques. Même si les Carthaginois ont déployé dans leur côté une armée empruntant de nombreuses caractéristiques aux armées hellénistiques, le premier choc entre le Légion et la Phalange a lieu au cours des guerres entre Rome et Pyrrhus, le roi d'Épire. Il se déroule en 3 actes. À Héraclée, en 280 avant Jésus-Christ, les Romains affrontent pour la première fois une armée qui s'appuie sur la phalange et dispose d'éléphants de guerre. À Asculum, en 279 avant Jésus-Christ, notamment lors de la seconde journée de la bataille, les légions sont confinées dans un espace réduit, les contraignant à un combat frontal contre la phalange épiriote, qui excelle dans ce type d'affrontement. Ces 2 défaites n'ont pas découragé des Romains pourtant nettement vaincus. Leur force morale et l'ampleur de leurs réserves en conscrits leur suffisent pour atteindre patiemment la bonne occasion et le bon général, en la personne de Dentatus, à même de venir à bout de Pyrrhus, incapable d'achever ses adversaires comme avait pu le faire Alexandre le Grand face aux Perses. Pyrrhus est encore moins en mesure de les épuiser. À Bénévent, en 275 avant Jésus-Christ, sur un terrain difficile et cloisonné par des ravins boisés, les Romains découvrent le pouvoir jusqu'alors sous-estimé de la flexibilité tactique de leur système manipulaire. Plus manœuvrante que la phalange, la Légion s'impose comme la formation tout-terrain, capable de s'adapter à tous les champs de bataille et à tous les adversaires. Ce n'est que bien plus tard que les Romains affrontent une armée macédonienne stricto sensu, celle de Pyrrhus n'ayant été que sa version occidentale, incluant de nombreux contingents italiens. À Cynocéphale en 197 avant Jésus-Christ, tout comme à Pinna en 168 avant Jésus-Christ, Flaminus puis Paul-Émile écrasent les rois macédoniens, Philippe V et Persée en contenant dans un premier temps l'irrésistible poussée des phalanges. Ils parviennent ensuite graduellement à engager un mouvement tournant, cynocéphale, ou à fragmenter l'alignement pour mener de décisives contre-attaques dans les intervalles créés à Pinna. Les légionnaires surpassent leurs adversaires en accomplissant par ailleurs des manœuvres tactiques complexes et localisées, souvent conduites par quelques manipules. Entre ces batailles, les légions ont eu le temps de vaincre aussi la version orientale de l'armée de type macédonienne.
En 190, à Magnésie de Spilly, l'homogénéité de l'armée des deux Scipions, l'Africain et l'Asiatique, pour reprendre les surnoms acquis lors de leur triomphe, viennent aisément à bout de l'armée disparate, bien que 2 fois plus nombreuse d'Antiochos III, le Grand, roi de Séleucie. La légion manipulaire est précédée d'une ligne d'infanterie légère, les Vélites, chargée de harceler l'ennemi de javelots. Son originalité vient de sa flexibilité. Des espaces vides sont laissés entre chaque manipule de chaque échelon, ce qui rend possible des mouvements rapides sans créer de désordre. Ces vides servent à recueillir les Vélipes à l'approche du choc et peuvent être comblés au moment du combat, soit par un mouvement latéral de la seconde centurie de chaque manipule, soit par l'avance frontale de manipule de l'échelon suivante. Cette version souple du concept de la phalange, parfaitement adaptée aux soldats non professionnels de la Rome républicaine, confère à la Légion de multiples avantages. Rapidité et cohésion du mouvement, quel que soit le terrain, puissance de tir, jet de pylôme, solidité défensive, comblement des vides, percussion offensive, 3 échelons complémentaires. L'efficacité du modèle romain déborde cependant du seul champ de la tactique. Les Romains, comme les Chinois antiques, pratiquent l'espionnage de manière systématique et à tous les niveaux. Inventeurs de l'arme du génie, ils construisent également chaque jour passé en opération des camps leur offrant refuge défensif sans égal chez leurs rivaux. Les évolutions de l'art médiéval de la guerre provoquées par les Suisses au XIVe et XVe siècle se placent dans le prolongement direct de celles apportées par les milices communales flamandes à partir du XIe siècle. Le principe de base est le même. Il repose sur l'organisation militaire de communautés autonomes ne faisant a priori pas partie de l'élite guerrière de la société féodale, afin de promouvoir leurs droits politiques et économiques. Les Suisses remettent à l'ordre du jour une organisation civique et militaire qui s'était presque partout estompée depuis l'Antiquité. La Confédération recourt à la conscription, élit démocratiquement les chefs de chacune de ces unités. Celles-ci font appel à une solidarité sans faille de combattants plutôt qu'à la valeur individuelle. On voit une résurgence du modèle militaire des cités grecques, citoyens-soldats, place prépondérante de l'infanterie et décision par le choc. Qui plus est, les Suisses introduisent la pique au sein de leurs armées au point d'y supplanter leur traditionnelle hallebarde. Ils se déploient en carré qui tiennent à la fois de la phalange macédonienne hérissée de piques et de la légion romaine avec le déploiement en damier sur plusieurs lignes. Ils attaquent au pas cadencé avec une discipline propre à effrayer le plus valeureux des adversaires, en adoptant une organisation des plus rigoureuses. Les Suisses rendent à l'infanterie le rôle de reine des batailles pour contrer les charges de cavalerie regardées jusqu'alors comme la seule à même à emporter la décision lors des batailles rangées. Leur éblouissante victoire, Morgaine, Sampache, Grasson, Morat, vont en tout cas asseoir définitivement la réputation militaire de la Confédération des 13 cantons suisses jusqu'à la fin du XVe siècle. Il semble toutefois que la tradition militaire médiévale des Suisses tient plus du modèle romain que macédonien. Leurs carrés reprennent le rôle des manipules puis des cohortes de la Légion. Leur mode de recrutement, leur façon de choisir leur chef n'est pas sans rappeler les républiques romaines. Enfin, leur déclin viendra de leur professionnalisation comme mercenaires et de la perte de leur militarisme civil originel. À l'inverse, le tertio espagnol des XVI et XVIIe siècles s'affiche plus comme macédonien. Comme la phalange, son succès vient de la mise au point d'une formation nouvelle, intégrant dans un carré de mousquetaires dans les angles et piquiers au centre, s'appuyant sur l'entraînement et le caractère hautement professionnel de ses soldats. Le tertio, comme la phalange macédonienne, va dominer les champs de bataille pendant un long temps, mais sa rigidité et sa faible capacité d'évolution lui vaudront les mêmes déboires, c'est-à-dire un effacement rapide et définitif, de Bredfield en 1631 face à la Suède, à Rocroi en 1648 face à la France, et face à la montée en puissance de l'artillerie de campagne conjuguée à un nouvel âge d'or de la cavalerie. Comme on l'a vu, les légions échappent à une pure définition militaire. Le refus des Romains d'accepter la défaite et leur conception d'une guerre prolongée fondée sur la fidélité de leurs alliés, tout en combinant avec souplesse, mobilité et rapidité, font que la légion romaine est largement supérieure à la phalange hellénistique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien.
et sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire d'Amiens, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.